بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter un cours intitulé La transformée en Z. Sachant que ce cours appartient à l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, faculté d'électronique et d'informatique, département de télécommunications. La section, c'est bien licence télécom, troisième année, semestre 5. Donc, l'enseignant, c'est docteur Boularbeh Suissi. On va commencer par une définition. Nous avons toujours que la transformée en Z d'une séquence X de n est définie par, nous avons grand X de Z qui est égal à une somme variant de moins l'infini à plus l'infini de X de n multiplié par Z à la puissance moins n. Si on va faire le passage, la transformer en Z, la transformer de Fourier, on va tout simplement remplacer Z par exponentielle moins G oméga. On aura grand X de exponentielle G oméga égale une somme variant de moins l'infini à plus l'infini de X de n multiplié par exponentielle moins G oméga n. Nous avons pour le plan Z grand X de exponentielle G oméga qui est égal à une somme variant de moins l'infini à plus l'infini de X de n par exponentielle moins G oméga n. Et nous avons Z égale exponentielle moins G oméga. On voit bien sûr cette figure la représentation de notre cercle unitaire, d'où nous avons pour l'axe des X la partie réelle et pour l'axe des Y la partie imaginaire. Maintenant, pour Z, nous avons x de z toujours. C'est une somme variant de moins l'infini à plus l'infini de x de n par z moins n. Quelle est la condition maintenant d'existence et la région de convergence? Nous avons grand x de z, c'est une somme variant de moins l'infini à plus l'infini de x de n par z à la puissance moins n. On peut décomposer notre somme en deux parties. On va commencer par une somme allant de moins l'infini à moins 1 de x de n par z à la puissance moins n, plus une deuxième somme à partir de 0 jusqu'à plus l'infini de x de n par z moins n. Donc, on obtient tout simplement la somme de deux fonctions en z, x1 de z plus x2 de z. Nous avons grand X de 2Z converge, bien sûr, d'après Cauchy, bien si la limite pour n qui tend vers l'infini de x de n par z à la puissance moins n, le tout à la puissance 1 sur n. Donc, il est inférieur à l'infini. C'est-à-dire, nous avons R1, c'est la limite pour n tend vers l'infini de x de n à la puissance 1 sur n inférieur tout simplement au module de z. De même, nous avons x1 de z qui converge. C'est une somme variant de moins l'infini à moins 1 de x de n par z à la puissance moins n qui est égale à une somme de 1 jusqu'à plus n. On va inverser le signe de n. Donc, on obtient une somme allant de 1 jusqu'à plus n de x de moins n par z à la puissance moins n. Bien sûr, qui converge. C'est-à-dire, tout simplement, si la limite pour n tend vers l'infini de x de n moins n par z à la puissance n, le tout à la puissance 1 sur n, qui doit être inférieur à 1, ou bien tout simplement z au module inférieur à 1 sur la limite de n quand n tend vers l'infini de x de n moins n à la puissance 1 sur n, qui est égal tout simplement à R2. Donc, si on va faire une petite application, si on va poser x1 de n qui est égal alpha à la puissance n par u de n, x2 de n qui est égal à alpha à la puissance n par u de n moins 1, n moins 1, moins 1, moins n moins 1, x3, nous avons une autre fonction qui est égale à alpha à la puissance n par u de n plus bêta à la puissance n par u
euh, indice moins n moins 1. Pour notre signal de Roy-T qui est égal à x1 de n égale à alpha à la puissance n par u de n, tant qu'il est multiplié par l'échelon, donc c'est un signal causal. Nous avons ça transformé en z, h1 de z qui est égal à 1 sur 1 plus alpha z moins 1. Maintenant, pour sa région de convergence, nous avons tout simplement alpha en module doit être inférieur au module de z. Pour notre deuxième signal gaucher qui est égal à x2, nous avons x2 de n qui est égal à alpha à la puissance n par un échelon de moins n moins 1, ça transformé en z, h2 de z qui est égal à 1 sur 1 plus alpha z moins 1, et sa région de convergence, c'est tout à fait l'inverse de la première. Donc, nous avons le module de z doit être inférieur à alpha. Pour le troisième signal qui est un signal bilatéral, x3 de n qui est égal à alpha n u de n plus bêta à la puissance n par u de moins n moins 1. Ça transformé en z h3 de z qui est égal à 1 sur 1 plus alpha z moins 1 plus 1 sur 1 plus bêta z moins 1. Et bien sûr, sa région de convergence, et c'est bien, z au module doit être compris entre le module de alpha et le module de bêta. Donc, vous avez la première figure, la région de convergence de notre signal de Roy-T qui est égal à alpha à la puissance n par l'échelon de n. Deuxième figure en bleu, c'est toujours la région de convergence pour x de n qui est égal à alpha à la puissance n par u de n moins 1. Troisième signal, c'est la région de convergence du signal bilatéral qui est égal à alpha n u de n plus bêta n u de moins n moins 1. On voit bien dans cette figure la région de convergence pour des signaux infinis. Dans la première figure, la région de convergence pour alpha n u de n, c'est bien alpha l'appui en module inférieur au module de z. Dans la deuxième figure, c'est la même chose. Alpha à la puissance a à la puissance n par u de n moins n moins 1. La région de convergence, c'est le module de z inférieur à troisième figure, a à la puissance n u de n plus bn u de moins n moins 1, la région de convergence, pardon, c'est z en valeur absolue, compris entre le module, la valeur absolue de alpha et la valeur absolue de bêta. Maintenant, pour les régions de convergence d'un signal à durée finie ou bien limitée, vous avez dans la première figure un signal x1 de n qui est égal à Dirac de n. Deuxième signal, c'est un Dirac de n-k. Troisièmement, c'est un Dirac de n plus k. Quatrième signal, c'est la somme de deux Dirac, n-k plus Dirac de n plus k. Pour le premier signal x1 de n qui est égal à Dirac de n, nous avons ça transformé de z, x1 de z qui est égal à 1. Deuxième signal x2 de n qui est égal à Dirac de n moins 1 a pour transformer en z, z à la puissance moins k. Donc, pour un signal à durée limitée, x de z est défini pour toutes les valeurs de z, bien sûr, dans le plan z, exception possible pour 0 et l'infini. Voici un tableau qui représente quelques signaux avec leur transformé en z, avec leur région de convergence. Donc, vous avez pour Dirac de n, ça transformé en z égale à 1. La région de convergence, c'est tout z. Pour l'échelon, c'est z sur z moins 1. La région de convergence, c'est z en module, en valeur absolue, soit supérieur à 1. La même chose pour les autres signaux. Donc, vous pouvez télécharger facilement ce tableau d'après l'Internet.
Maintenant, on passe à la fonction de transfert. Toujours, nous avons n'importe quel système numérique a pour entrée x de n et une sortie y de n. Donc, c'est un système discret linéaire invariant dans le temps. Pour y de n, c'est tout simplement une somme pour k varie de 1 jusqu'à n de ak yn moins k plus une somme de k varie de 0 jusqu'à n de bk par x de n moins k. Si on va faire le passage à la transformée en z, on obtient, c'est la somme pour k varie de 1 jusqu'à grand n de ak z à la puissance moins k y de z plus une somme de k varie de 0 jusqu'à n de bk par z moins k x de z. On obtient pour la fonction de transfert en z, c'est y de z divisé par x de z, qui est égal à b0, b1, z moins 1 jusqu'à bm, z à la puissance moins m, divisé par 1 moins a1z moins 1 plus jusqu'à anz moins m. Donc, tout simplement, c'est une somme de bkz moins k pour k varie de 0 à m, divisé par 1 moins la somme de akz moins k, toujours k varie de 0 jusqu'à grand m. On peut mettre notre fonction de transfert h de z, la forme de b0 par z à la puissance moins m plus n, par z moins z1, z moins z2, z moins zm, divisé par z moins p1 par z moins p2, z moins pn. Les z1, 2, 3, m, ce sont les zéros, et les zi sont les zéros, et les pi sont les pôles. Donc, c'est une h de z qui est égal à b0, z à la puissance moins m plus n par le produit de z moins zk pour k varie de 1 jusqu'à m, divisé par le produit de k de z moins pk pour k varie de 1 jusqu'à n. On va prendre un exemple. Nous avons y de n qui est égal à x de n plus 0,5 y moins 1. Si on va faire le passage, la transformer en z, on aura z sur z moins 0,5. Donc, pour faire la transformer en inverse, on obtient h de n qui est égal à 0,5 à la puissance n par u de n. Bien sûr, les zéros sont z1 égale à 0 et les pôles cp1 égale à 0,5. Donc, vous voyez sur le cercle unitaire, le 0 le centre. Pardon, vous avez ici 0,5 premier pôle et le 0z1 qui est égal à 0 au centre. Maintenant, on passe au diagramme de flux ou bien ce qu'on appelle la structure du filtre numérique. Si nous avons y de n égale à x de n moins 1 plus x de n, on aura y de z égale à alpha z moins 1 y de z plus x de z. Si on va calculer la fonction de transfert h de z qui est égale à y de z divisé par x de z, donc est égal à alpha z moins 1 plus 1. Donc h de n égale à alpha Dirac n moins 1 plus Dirac de n. Maintenant, pour y de n qui est égal à ay, cette fois-ci n moins 1 plus x de n. On aura y de z égale à alpha z moins 1 x de z plus x de z. On aura h de z égale à 1 sur 1 moins alpha z moins 1 et on obtient h de n égale à alpha à la puissance n par u de n. Il est possible de visualiser l'équation de récurrence associée à un filtre numérique sous la forme d'une structure ou bien d'un diagramme de flux. Bien sûr, faisant apparaître les éléments de base suivants, vous avez l'additionneur, retardateur et multiplicateur. Vous voyez la représentation de notre filtre récursif ici du premier ordre. Donc, c'est un filtre RIF à réponse impulsionnelle finie. Donc, vous avez y de n qui est égal à a, xn moins 1 plus x de n. Le deuxième, y de n qui est égal à a, yn moins 1 plus x de n, c'est un filtre non récursif du premier ordre. C'est un filtre RII ou bien un filtre à réponse impulsionnelle infinie. Pour les filtres récursifs et les filtres non récursifs, on va commencer par les filtres récursifs. Donc, vous avez ici y de 1, c'est une somme
allant de k jusqu'à grand N de AK par yn moins k, plus deuxième somme k varie de 0 jusqu'à grand N par bk x de n moins k. La somme, voici le symbole du sommateur. Le produit, c'est bien un triangle et vous mettez à l'intérieur x. n-k, c'est le retard représenté par z-1, donc vous trouvez un carré et vous notez z-1. Bien sûr, ce filtre récursif est associé exclusivement au filtre RI. Ce sont des filtres à réponse impulsionnelle infinie. Donc, vous obtenez h de z qui est égal à y de z divisé par x de z. C'est la somme pour k varie de 0 jusqu'à m de bkz moins k, divisé par 1 moins la somme de k varie de 1 jusqu'à n de akz moins k. Donc, B0 plus B1Z moins 1 jusqu'à BMZ moins M divisé par 1 moins A1Z moins 1 plus ANZ moins 1. On passe maintenant au filtre non récursif. Donc, vous avez Y de N, c'est une somme pour K varie de 0 jusqu'à M de BK par X de N moins K. Si on va faire le passage de H de Z, vous avez Y de Z sur X de Z. Donc, vous aurez tout simplement une somme pour K varie de 0 jusqu'à M de BK par Z moins K. Ce filtre non récursif est associé exclusivement aux filtres RIF, qui sont des filtres à réponse impulsionnelle finie. On passe maintenant au diagramme de pôle 0 pour notre exemple h de z qui est égal à 2z par z plus 1 divisé par z moins 1 sur 3, z au carré plus 1 sur 4 et z au carré plus 4z plus 5. Donc, vous avez deux 0 qui sont z1 égale à 0 et z2 égale à moins 1. Donc, ils sont représentés ici dans notre cercle unité. Et vous avez les pôles z égale à 1 sur 3. Vous avez des pôles complexes qui est égal plus ou moins g sur 2. Et vous avez aussi deux pôles qui sont représentés, tirés à partir de l'équation z au carré plus 4z plus 5. Voici la causalité d'un système et sa région de convergence. Donc, vous avez ici la première figure. Nous avons un système instable et causal, donc c'est un signal droité. Deuxième exemple, c'est un signal causal et stable, filtre, pardon. Troisième signal, c'est troisième système, c'est un filtre stable et anticausal. Pour la stabilité, nous avons le cercle unité z égale à 1 et dans le domaine de convergence. Et aussi, nous avons un autre critère, il faut que tous les pôles sont à l'intérieur du cercle unité. La causalité, c'est un système causal. Nous avons h de n égale à 0 pour n négatif. Alors, la région de convergence est à l'extérieur d'un cercle qui est l'extérieur du pôle le plus élevé. Maintenant, on va passer à la transformée inverse. Nous avons la définition formelle de la transformée inverse en z, c'est bien x de n égale à 1 sur g de pi, l'intégrale sur un contour fermé de x de z par z à la puissance n moins 1 dz. Donc, il existe des méthodes plus faciles pour faire la transformée en inverse, soit en utilisant la forme polynomiale. Donc, à partir de x de z, par exemple, qui est égal 3z moins 1 plus 5z moins 3 plus z moins 4, on aura x de n égale à 0, 3, 0, 5 et 2. Vous pouvez utiliser aussi la langue des division. Par exemple, si vous avez un exemple de h de z qui est égal z moins 4 divisé par 1 moins z moins plus z au carré, à la fin, vous aurez h de z égale à z moins 1, moins 3z moins 1, moins 2, moins 4z moins 3, et vous aurez la séquence h de n qui est égale 0, 1, moins 3 et moins 4, etc. Troisième méthode, c'est bien l'expansion en fraction partielle. Donc, vous avez y de z qui est égal à z fois z plus 0,25 divisé par z moins 0,25 par z moins 0, moins 0,5 par la fraction partielle. Vous aurez y de z sur z égale à moins 2 sur z moins 0,25 plus 3 divisé par z moins 0,5. Si on va faire la multiplication par z et en faisant la transformée en inverse, on obtient la formule de y de n qui est égale à moins 2 par 0,5 à la puissance n plus 3
fois 0,5 à la puissance n, le tout multiplié par un échelon de n pour le rendre causal. Pour les réponses en fréquence, on peut obtenir la réponse en fréquence d'un système discret si on va remplacer z par exponentielle g de pi f dans la fonction de transfert h de z. Bien sûr, c'est la transformée de Fourier discrète de la réponse impulsionnelle h de n. Si nous avons un exemple, on vous demande de tracer la réponse en fréquence de h de z qui est égale à 1 sur 1 moins 0,5 z moins 1. La première chose à faire, c'est bien remplacer z par exponentielle g de pf. On obtient h de z, mais la forme suivante. Donc, c'est 1 sur 1 moins 0,5 exponentielle moins g de pf qui est égal à 1 sur l'exponentielle, bien sûr, c'est la somme de expo plus g sinus. Donc, on va remplacer exponentielle moins g de pf par 1 moins 0,5 cosinus de pf plus g sinus de pf. Et on va trouver l'amplitude de HPF qui est égal à la racine de 1 sur 1 moins cosinus de PF plus 0,25. Donc, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Pour la face, c'est moins arc tangente, la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc, phi de f, c'est moins tangente moins 1 de 0,5 sinus de pi sur 1 moins cosinus de pf. Voici un exemple en MATLAB. Vous pouvez mettre h égale à tf de 1, 0, 0, moins 0,5 et moins 1. Vous demandez la fréquence en Z et le Z plein. Et vous aurez les réponses en spectre. La valeur absolue de l'amplitude, vous aurez la fréquence normalisée et vous allez vous trouver aussi le plan en Z en utilisant Z plein. Maintenant, pour l'interprétation graphique d'une fonction de transfert dans le plan Z, la fonction h de z s'écrit sous forme d'un quotient de deux polynômes, numérateur en z et dénominateur en z, bien sûr de degré n et qui possède m racine zi et n racine de pi. Vous avez h de z qui est égal à b0 par z puissance moins n plus n par z moins z1 par z moins z2 jusqu'à l'arrivée de z moins pm, divisé par z moins p1, z moins p2 par z moins p1, donc qui est égal b0 par z à la puissance moins n plus n, le produit de z moins k pour k varie de 1 jusqu'à n, divisé par un produit de z moins pk pour k variant de 1 jusqu'à grand n. Bien sûr, dans le plan complexe z, c'est l'affixe d'un point courant m. Les p et z sont les affixes des pôles et les zéros de la fonction h de z. On peut l'écrire, mais la forme z moins zi est égale à m par zi exponentielle g θ i et z moins pi est égal à 1 pi exponentielle g phi. Donc, vous avez la partie réelle et la partie imaginaire. Ici, dans notre exemple, nous avons un système d'ordre n égale à 2. Maintenant, pour l'interprétation graphique d'une fonction de transfert dans le plan complexe Z, vous avez la réponse d'un zéro d'un pôle premier ordre. On va prendre comme exemple y de n égale à x de n plus alpha x de n moins 1. Si on va calculer h de z qui est égal à y de z sur x de z, donc est égal à alpha z moins 1 plus 1, donc est égal à z plus alpha sur z. Sa réponse fréquentielle, on va remplacer z par exponentielle g oméga. Donc on obtient h de z qui est égal à exponentielle g oméga est égal à 1 plus alpha exponentielle moins g1. Voici sa représentation en forme canonique. Et vous avez sa représentation ici pour différentes valeurs de alpha. Vous avez pour alpha égal à moins 1, W c'est 0, les ZI pas sur PI égale à 0. Pour alpha égale à moins 0,7, vous aurez les valeurs suivantes. Pour alpha égale à moins 0,5, vous aurez les valeurs suivantes. Donc, pour alpha positif, vous aurez un filtre passe-haut. Et vous voyez sur la figure le plan en Z et la réponse fréquentielle. Ici, pour les alpha négatives, vous aurez un filtre RIF et sa réponse en fréquence et son plan Z. On va prendre un autre exemple. Pour y de n qui est égal à alpha yn moins 1 plus x de z, n, pardon. Pour h de z, vous aurez 1 sur 1 moins alpha z moins 1 qui est égal à z sur z moins alpha. Sa réponse fréquentielle
h de z égale à exponentielle g oméga, qui est égal à 1 sur 1 moins alpha exponentielle moins g oméga. Vous aurez ici la représentation pour alpha négatif et pour alpha positif. Ici, dans ce cas, vous aurez un filtre à réponse impulsionnelle infinie. On passe maintenant à l'analyse des systèmes définis par une équation en différence. On va prendre un exemple. On vous demande de résoudre l'équation en différence y de n moins 0,5 y n moins 1 qui est égal à 2 par 0,25 à la puissance n u de n. Bien sûr, avec une condition initiale de y moins 1 qui est égal à 2. À la fin, après la décomposition en fractions partielles, vous aurez y de n qui est égal moins 2 par 0,25 n plus 3 par 0,5 n, l'échelon u de n. Donc, ce sont des systèmes définis par une fonction de transfert. On va prendre un autre exemple. Cette fois-ci, on va prendre h de z qui est égal à 3z sur z moins 0,4 pour x de n qui est égal à 0,4 n y de n. On aura ça transformé en z x de z égale à z sur z moins 0,4. Pour y de z qui est égal à x de z multiplié par h de z, qui est égal à 3z au carré sur z moins 0,4 élevé au carré. On fait la représentation, bien la transformée inverse, pour arriver à y de n qui est égal à 3 par n plus 1 par 0,5 n par u de n. Voici la synthèse des filtres à réponse impulsionnelle finie. Donc, vous avez une entrée x de n avec un filtre RIF de réponse h de z. La sortie, c'est y de n. Vous aurez h de z qui est égal à une somme pour 0 jusqu'à plus n de h de n z moins n, qui est égal à une somme variée de 0 jusqu'à n de bn par z puissance moins n. Pour les filtres à réponse impulsionnée à phase linéaire, vous aurez fait de oméga est égal à moins oméga par tau. C'est un système à réponse de phase linéaire, ne connaît pas d'effet de distorsion de phase. Voici la démonstration de symétrie. Donc, vous aurez tout simplement, par exemple, h de 0 qui est égal à h de 4, h1 égale à 3. Donc, la symétrie impair 5 et pair 4 pour h de n qui est égal à h de grand n moins n pour n varie de 0 jusqu'à grand n. Et vous trouvez phi de oméga qui est égal tout simplement de oméga. Donc, on obtient une phase linéaire. Maintenant, pour la synthèse du filtre RIF, c'est quoi faire la synthèse? Donc, faire la synthèse d'un filtre, c'est rechercher la fonction de transfert correspondant à la spécification d'un gabarit imposé. Vous aurez plusieurs méthodes sont envisageables pour h de z. Vous avez les coefficients du filtre RIF pour h de z qui est égal à une somme variée de moins infini à plus l'infini de bn par z plus moins n. Donc, l'idée, c'est bien comment déterminer les bn. Donc, nous avons h de z qui est égal à une somme variée de 0 à n de hd de n, z moins n, qui est égal à une somme de bn par z moins n. On va mettre bn égal à hd de n. Donc, c'est le calcul des coefficients de h de n par la méthode des fenêtres. Le calcul des coefficients revient à trouver la réponse impulsionnelle du filtre. On part de l'amplitude de la réponse en fréquence d'un filtre idéal et on prend sa transformée de Fourier inverse. Donc, vous aurez hd de n qui est égal à 1 sur 2 pi un intégral de moins oméga c jusqu'à plus oméga c par h de oméga exponentielle g oméga n d oméga. Si on fait un filtre idéal rectangulaire de réponse h de oméga qui est égal à 1, on obtient hd de n égal à sinus n oméga c sur np, qui est un sinus cardinal, bien sûr. Voici les réponses impulsionnelles idéales hd de n des filtres. Donc, pour un filtre passe-bas, un filtre passe-haut, filtre passe-bande, filtre coupe-bande. Sachant que M va définir le point de troncation et relié à l'ordre du filtre. Quel est l'effet du fenêtrage et l'utilisation des fenêtres non rectangulaires? Bien sûr, si on va limiter les HDN, cela revient à le multiplier par une fenêtre rectangulaire de même largeur, modifiant ainsi HDN
HD de n. L'effet, et c'est la convolution de h de oméga par la transformée de Fourier de la fenêtre rectangulaire, ce qui affecte aussi la réponse en fréquence du filtre. On peut minimiser l'effet en utilisant des fenêtres non rectangulaires suivant le tableau, sachant que l'ordre du filtre N dépend du type de fenêtre et la largeur de la bande de transition. Vous avez H de N qui est égal à HD de N par W de N, sachant que petit n varie entre moins grand n moins 1 sur 2 et plus grand n moins 1 sur 2 pour n impair et n compris entre moins 1 sur 2 et plus 1 sur 2 pour n pair. Donc, vous avez les fenêtres rectangulaires, les fenêtres de Hamming, Blackman et Kayser. Et voici les fonctions window Wn pour les fenêtres communes, bien sûr rectangulaires. Vous avez W de n égale à 1, Hamming W de n égale à 0,5 plus 0,5 cosinus Pn sur grand M. Hamming, vous avez W de n qui est égal à 0,54 plus 0,46 cosinus Pn sur grand M. Blackman, vous avez W de n égale à 0,42 plus 0,5 cosinus Pn sur grand M plus 0,08 cosinus de pi n sur grand M. Maintenant, on passe aux synthèses des filtres RI cette fois-ci. Donc, ces filtres sont généralement obtenus par transposition dans le domaine numérique d'une fonction de transfert analogique. Bien sûr, cette correspondance confère au filtre RI une facilité de conception et des possibilités de substitution directe avec leur homologue analogique. En termes de charge de calcul, ils sont souvent plus économiques que les filtres RIF car la récursivité réduit le nombre de coefficients. En contrepartie, les filtres RI présentent une sensibilité importante vis-à-vis de la quantification des coefficients. Bien sûr, les risques d'instabilité sont à prévoir pour les filtres à coefficients de qualité élevés. Pour les filtres analogiques, la fonction de transfert, c'est bien HA de S. On fait le passage au filtre numérique RI. On va obtenir une fonction de transfert numérique HD de Z. Quelles sont les méthodologies de conception? C'est bien définir le gabarit du filtre numérique. Deuxièmement, convertir ce gabarit en gabarit correspondant au filtre analogique. Troisièmement, faire la synthèse du filtre analogique Butterworth. Quatrièmement, transformer le filtre analogique en un filtre numérique équivalent par deux méthodes. Vous pouvez utiliser soit la transformation bélénière ou bien la conservation de la réponse impulsionnelle du filtre analogique numérisation, ce qu'on appelle le IIR by impulse invariance. Pour la synthèse, vous avez le plan des S et on fait le passage dans le plan Z. Donc, si vous avez un filtre analogique, la fonction de transfert analogique, vous avez S égale à HA de S. Et on va remplacer S par 2 fois 1 moins Z moins 1 sur la période d'échantillonnage multipliée par 1 Z moins 1 pour aboutir à un filtre numérique RI de fonction de transfert numérique HD de Z qui est égal à HA de S en remplaçant S par la formule suivante. Voici les correspondances fréquentielles pour la pulsation oméga 1 et oméga D. Donc, vous avez oméga A égale à 2 pi FA, oméga D est égal à 2 pi FD. Donc, l'indice indique D, c'est digital et A, c'est analogique. Voici un autre exemple. Si on vous demande de concevoir un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure oméga DC égale à 0,5, 0,2 pi. Une période d'échantillonnage qui est égale à 1 en utilisant la transformation bélénière appliquée à H de Z qui est égale oméga AC sur S plus oméga AC. Donc, on va remplacer oméga A par 2 sur la période d'échantillonnage, la tangente de oméga D TE sur 2. Donc, c'est 2 fois la tangente de 0,2 pi sur 2 qui est égale à 0,65. On obtient dans ce cas HA de S qui est égal à 0,35 divisé par S plus 0,35. Pour HD de Z, nous avons HA de S et on va remplacer S par 2 fois 1 moins Z moins 1 sur TE par 1 plus Z moins 1. Donc, on obtient tout simplement égal à 0,245 par 1 plus Z moins 1 divisé le tout par 1 moins 0,509 Z moins 1.
On termine avec cet exercice. On vous demande de concevoir un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure oméga DC 3 décibels égale à 0,2 pi et TE égale à 1, mais cette fois-ci, vous appliquez la transformation bilinéaire appliquée à H de S qui est égal à oméga AS sur S plus oméga C et vous aurez la réponse suivante. Vous arrivez à la fin d'avoir HD de 0 qui est égal à 1 et HD de 0,2 pi qui est égal à la racine de 2. Et vous avez les calculs. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce cours pour la transformer en Z et les filtres à réponse impulsionnelle finie et les filtres à réponse impulsionnelle infinie avec leur synthèse. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.